Alors, cette séance va être un petit peu particulière car nous avons, sur les deux intervenants, nous avons la première, Madame Kofi, et le deuxième intervenant n'est pas là, il n'a pas pu venir du Cameroun, mais il nous a envoyé sa présentation par vidéo. Donc, nous allons d'abord écouter Madame Kofi, qui nous vient d'Abidjan, de l'université Houphouët-Boigny. Et ensuite, eh bien, nous entendrons Monsieur Patrick Romuald Djedje. Donc, à vous la parole. Bonjour à tous. Le sujet de ma présentation porte sur sur les valeurs sociales de l'aliment face au risque vital de consommation cas du Garba en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le plan de la présentation s'articule comme suit: l'introduction, la méthodologie, résultats et discussions et enfin la conclusion. Avant de commencer, nous présentons le Garba. Le Garba, c'est un aliment de la restauration populaire à Abidjan, qui est composé essentiellement d'attiqué. Bon, l'attiqué est rendu maintenant populaire. J'imagine que vous connaissez bien l'attiqué. L'attiqué, c'est semoule de manioc cuit à la vapeur. Et donc, le Garba est essentiellement composé d'attiqué, accompagné de poissons, thon frit, de légumes frais, tels que la tomate, l'oignon, le piment frais, l'huile et le cube d'assaisonnement selon la préférence du consommateur. Et c'est un aliment qui est beaucoup prisé à Abidjan par la plupart des catégories sociales. Cependant, il faut dire que la production et la consommation de cet aliment ne respectent pas toujours les normes d'hygiène. En effet, il y a 4 types d'attiqué à Abidjan. Et l'attiqué utilisé pour le Garba est appelé attiqué de type Garba, qui est généralement les résidus de l'attiqué. Et bon, lorsque ce n'est pas les résidus, c'est un type d'attiqué qui ne suit pas tous les processus de production d'attiqué. Et donc, il est de qualité inférieure comparé aux autres types d'attiqué. Il y a aussi l'huile qui est utilisée, l'huile de garbadrum, qui est utilisée à maintes reprises, souvent 7 fois. Et donc, ce n'est pas de bonne qualité pour les consommateurs. Selon même les propos des consommateurs, et il y a eu une étude qui a montré que l'huile du Garba est utilisée au moins 7 fois, ce qui peut affecter la santé des consommateurs. Il y a l'hygiène aussi de ces espaces gastronomiques qui laisse à désirer. Il faut dire que, en dépit de tous ces risques sanitaires autour de cet aliment, la consommation de cet aliment s'est développée au regard du changement des modes de vie de la population. Il se trouve que la population abidjanaise, il y a une forte exode rural en Côte d'Ivoire, et donc la population abidjanaise, qui vient pour la plupart des zones rurales, est contrainte à travailler loin de son domicile. Et il y a aussi le manque de restauration sur les lieux professionnels. Et donc, ce qui développe la consommation des aliments de la restauration populaire. Et donc, au regard, malgré toutes ces difficultés sanitaires liées à cet aliment, il est quand même consommé par la plupart des catégories sociales, à l'instar de la plupart des aliments de la restauration populaire à Abidjan. Et donc, nous disons qu'à Abidjan, il y a plusieurs aliments au niveau de la restauration populaire, dont à Abidjan. Et donc, comme nous le disions tantôt, malgré les risques sanitaires liés à la consommation de cet aliment, il est beaucoup consommé. Et cette attitude des consommateurs face au Garba
montre le caractère complexe de l'acte alimentaire dont a parlé Poulain et Corbeau. Et Corbeau, pour expliquer le caractère complexe de l'acte alimentaire, a élaboré le triangle du manger qui met en interaction l'aliment, le consommateur et la situation. Il a montré que c'est la situation de l'individu qui peut le rassurer, qui peut l'amener à apprécier ou à déprécier un aliment. Et donc, l'objectif général est d'identifier les logiques sociales de la consommation du GABA en dépit des risques sanitaires. Comme objectif spécifique, il s'agit de déterminer la perception des conditions hygiéniques de production et de commercialisation chez les consommateurs. Ensuite, d'appréhender les valeurs sociales du GABA chez les consommateurs, afin d'évaluer les stratégies que les consommateurs mobilisent pour améliorer l'hygiène autour du GABA. L'étude s'est déroulée à Abidjan, plus particulièrement parce que il faut dire que le GABA est produit et consommé en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Cependant, Abidjan est la zone de grande production et de consommation du GABA, parce que la téké même vient des peuples originaires d'Abidjan. Et donc, la téké de type GABA est produite à Abidjan. Et il y a aussi le thon qui est pêché au niveau du port d'Abidjan. Concernant les communes sélectionnées pour l'étude, il faut dire que Abidjan comprend 13 communes. Cependant, 3 communes ont été sélectionnées pour l'étude. Et la sélection de ces communes, c'est basé sur... Enfin, ça a été une sélection aléatoire parce que la production et la consommation du GABA se font de la même manière dans toutes les communes. Et les acteurs concernés par l'étude étaient les consommateurs âgés d'au moins 15 ans. Il y a la carte qui présente le district d'Abidjan et les communes sélectionnées pour l'étude. Et l'étude a été à la fois quantitative et qualitative, et donc des questionnaires ont été réalisés auprès de 1067 consommateurs, des entretiens semi-structurés, des focus group ont été réalisés. Comme résultat, il faut dire que les conditions de production et de commercialisation du GABA sont perçues comme des facteurs de transmission de maladies chez les répondants interrogés. En effet, sur les 1067 individus interrogés, 86% ont affirmé que les conditions de production et de consommation peuvent favoriser des maladies. Seulement 9% ont dit que les conditions de production et de consommation ne peuvent pas favoriser des maladies. Si on prend le verbatim d'un répondant qui dit, si on prend le GABA au début, s'ils disent il y a un, parce que la seule chose qui intéresse au GABA, c'est le goût et l'odeur. Le reste, on s'en fiche. Donc, pour dire que, bien que les conditions de production et de consommation favorisent des maladies, les individus le consomment. Et comme maladie perçue par les individus, d'abord, à la question de savoir si ces individus ont été malades après consommation du GABA, il faut dire que les 924 individus qui ont répondu oui, au niveau de ces 924 individus, il y a 25% qui ont été malades après consommation de l'aliment. Et comme maladie contractée, ils ont cité la constipation, les douleurs abdominales, fièvre typhoïde et le paludisme. Ici, on constate que le paludisme a été plus cité par rapport aux autres maladies. Il faut dire que
la Côte d'Ivoire est située dans un pays chaud et donc très souvent les individus font le lien entre le palu et la chaleur, le soleil. Et ils disent que la consommation de l'huile avec une température chaude peut favoriser le palu. Bien entendu, ils sont conscients du fait que ce n'est pas directement l'huile ou le soleil qui rend malade, mais ils disent que ce sont des facteurs qui développent le paludisme. Parce que, comme je l'ai dit, l'attiqué est assaisonné d'huile. Et donc, il lie la consommation de l'huile au développement du paludisme. Malgré ces maladies liées à la consommation du GABA, il faut dire que les individus reconnaissent quand même une valeur sociale à l'aliment. Au niveau extra-familial, il faut dire que l'aliment permet de consolider les rapports entre les consommateurs. Il y a un répondant qui a dit « À l'école, on mange en groupe. Ça renforce encore les liens d'amitié. Ça fait que souvent, quand on finit de manger, on peut s'asseoir et dire « Ah, toi là, tu prends de gros coups. » Et comme ça, enfin, voilà. Ça envoie un peu les causeries et puis on rit, on se moque un peu de l'autre. C'est intéressant. Souvent, on peut balancer sur Facebook, commenter. Vous voyez l'image. C'est un aliment qui se mange généralement en groupe. Et donc, les jeunes, notamment, lorsqu'ils mangent cet aliment, ils créent une ambiance autour de l'aliment, ce qui permet de renforcer les liens au niveau de ces individus. Et il faut dire qu'il y a un individu qui est né à Abidjan, parce qu'à Abidjan, on peut pas, un enfant qui est né à Abidjan ne peut pas dire que je n'ai jamais mangé le GABA. Mais nous avons rencontré un individu qui est né à Abidjan, mais qui a commencé à consommer véritablement l'aliment à partir de 1 an avant l'enquête. Nous avons fait cet entretien en 2019. Et donc, c'est en 2018 qu'il a commencé à véritablement consommer l'aliment. Les années antérieures, il ne consommait que le poisson. Il achetait le poisson thon et il allait faire sa composition à la maison pour en consommer. C'est à partir de 2018 qu'il a commencé à consommer l'aliment réellement. Grâce à cette ambiance autour de l'aliment, parce que lorsqu'il a été affecté en grande école, il s'est retrouvé dans un groupe d'amis qui utilisent cet aliment comme un moment festif, un moment de retrouvailles. Et donc, chez nous, dans notre jargon, on appelle Garba Party. Voilà, ils font des sorties où ils se retrouvent autour d'un plat de Garba, ils créent des blagues et tout ça. Et il faut dire que c'est un aliment aussi qui permet de renforcer les liens au niveau familial grâce à son accessibilité, l'accessibilité économique, mais aussi l'effet rassasiant. Parce que c'est un aliment qui, pour certains, pour la plupart des répondants, c'est un aliment lorsqu'ils le mangent au petit déjeuner, disons autour de 9h, 10h, ils peuvent tenir jusqu'à 15h, 16h avant de manger. Du coup, ça leur permet d'économiser. Et donc, il y a l'individu qui a dit aussi que si j'achète du pain le matin, à midi encore, je suis obligée d'acheter à ticket pour tenir. Je vais me retrouver à 1000 francs de dépenses. Parce que, quand il parle de pain, il veut parler de sandwich. Voilà. Il va dépenser 500 francs le matin et puis à midi, dépenser encore 500 francs pour acheter de la nourriture. Donc, ça lui fait un peu plus de dépenses. Et donc, il dit,
Donc, je préfère manger le garba comme ça. Au lieu de dépenser 1000 francs, je dépense 500 et puis je garde 500 à côté. Ça me permet de faire des transferts d'argent à mes petites sœurs. Tous ces gestes apportent le respect, surtout parce que quand tu es le grand frère, quand elle te demande et puis tu donnes, même si ce n'est pas beaucoup, quand elles viennent, tu remarques qu'il y a toujours le respect. Voilà, et donc, pour dire que ce côté économique de l'aliment permet aux individus de réaliser des économies pour pouvoir apporter des aides ponctuelles à leurs cadets. Certains même, c'est à leurs parents biologiques qu'ils apportent des aides ponctuelles. Cela leur permet d'avoir le respect et la considération de ces derniers. Et donc, au regard de la valeur sociale liée à l'aliment, en dépit des risques sanitaires, les individus mobilisent des stratégies pour pouvoir réduire ces risques sanitaires-là. Et donc, il y a des stratégies endogènes de gestion des risques chez ces individus. Et comme pratique endogène de gestion, il y a la sélection des garbadromes, des pratiques de sélection. Certains individus regardent certains aspects, tels que l'hygiène corporelle du vendeur, l'hygiène environnementale avant de s'engager à s'approvisionner dans un garbadrome. Il y a aussi des pratiques d'évitement. Certains individus décident de ne pas s'asseoir dans un garbadrome pour manger. D'autres aussi, lorsqu'ils consomment l'aliment dans l'espace, ils évitent l'utilisation de certains récipients tels que les verres, tels que l'eau de boisson, etc. Et donc, en conclusion, nous disons que les formes de gestion mobilisées par les consommateurs doivent être associées à la gestion de la sécurité sanitaire des aliments pour le bien-être des consommateurs et pour la sécurité des moyens de subsistance. Et comme perspective, les modes de gestion, les stratégies endogènes de gestion des risques nous ont permis de catégoriser ou de faire une typologie des consommateurs. Et donc, comme perspective, nous trouvons nécessaire d'évaluer le risque sanitaire chez les différents types de consommateurs en fonction des stratégies qu'ils mobilisent. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Donc, alors, nous allons procéder à la vision du... C'est fatigué. Mais ça va. Excusez-moi. Nous allons donc procéder à la vision du petit film qui nous a été envoyé par notre second intervenant, Patrick Djedje. Alors, voilà, ça concerne les interdits alimentaires. Je ne sais pas comment on fait pour le lancer, là. Ça concerne les interdits alimentaires dans l'est du Cameroun, dans deux groupes, les Makas et les Kakos, et la femme enceinte. Les interdits alimentaires de la femme enceinte dans deux groupes de l'est Cameroun, les Makas et les Kakos. Bien, bonjour. Merci à l'organisation de ce colloque sur prescription, injonction et soins alimentaires pour l'invitation à moi faite. Je vais tout particulièrement remercier M. Loïc Bienassis qui a fait de son mieux pour que je puisse assister à cette grande rencontre scientifique qui porte sur les prescriptions, les injonctions et les choix alimentaires. Alors, je remercie aussi l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire de l'alimentation, pour l'organisation de ce colloque.
Alors, comme mon CV l'indique, je suis le docteur Didier Patrick. Je suis enseignant-chercheur au département d'histoire de l'ENS de Bertois, Université de Ngaoundéré, c'est ici au Cameroun. Alors, la communication que je vais présenter rapidement en cette matinée porte sur la femme enceinte et les interdits alimentaires en contexte traditionnel Maka et Kako. Nous sommes là à l'Est Cameroun, entre résilience des croyances originelles et dynamique évolutive. De manière simple, je veux montrer dans cette communication que les interdits alimentaires existent bel et bien dans cette société traditionnelle Maka et Kako. Alors, s'il y a des résiliences, ça veut dire que ces interdits alimentaires-là persistent jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire tout de même qu'il y a une certaine évolution dans la société. Beaucoup de femmes aujourd'hui, bien qu'étant enceintes, n'acceptent plus se soumettre, n'est-ce pas, à ces prescriptions. Alors, notre communication, après l'introduction, nous allons présenter le cadre traditionnel Maka et Kako. Ensuite, nous allons présenter les modèles alimentaires traditionnels et les modes de cuisson des aliments chez les Maka et les Kako. Et enfin, nous allons donc débattre sur la femme enceinte et les interdits alimentaires à proprement parler. Alors, en guise d'introduction, il faut dire que dans les sociétés traditionnelles Maka et Kako, les interdits alimentaires occupent une place importante. Alors, ces interdits-là, n'est-ce pas, sont l'expression d'une forte symbiose entre le monde naturel et le monde surnaturel. En d'autres termes, il faut comprendre que, comme toute société traditionnelle africaine, ces sociétés Maka et Kako sont gouvernées par le naturel, mais aussi le surnaturel. Il y a encore une forte croyance aux forces, n'est-ce pas, de la nature. Alors, dans ce cadre, donc, la tradition impose un ensemble de prescriptions, d'interdits alimentaires aux hommes, mais aussi aux femmes. Mais lorsqu'on parle d'interdits alimentaires, ce qu'on a pu remarquer, c'est que ces interdits-là s'adressent beaucoup plus aux femmes et particulièrement aux femmes enceintes. Donc, notre problématique donc, va porter sur ces interdits, mais aussi qu'est-ce qui contribue à faire évoluer ou alors bouger les lignes en ce qui concerne ces interdits alimentaires. Bien, le cadre traditionnel Maka et Kako. Alors, les Maka forment une société acéphale, patrilinéaire, clanique. Chaque patrilignage constitue un village et comprend environ 125 personnes. Alors, il faut dire ici que le village est l'unité la plus représentative chez les Maka. Alors, les Maka aujourd'hui, on les retrouve, n'est-ce pas, non seulement dans le Oignon, mais aussi dans le département du Lom-et-Djéré. Alors, les Kako se trouvent dans la vallée de la Basse Doumé et de la Moyenne KDI. Alors, ici, les Kako, comme les Maka, constituent une société, je dirais comme ça, patrilinéaire également, mais beaucoup plus basée sur les clans qu'on appelle chez les Kako, n'est-ce pas, les Kando. Bien, puisque la thématique générale du colloque porte sur l'alimentation, nous avons tenu aussi, dans le cadre de cette communication, à présenter quand même les modèles alimentaires de ces peuplades et quelques mets traditionnels. Alors, concernant les régimes alimentaires des Maka Kako, il faut d'abord dire ici que ce soit les Maka comme les Kako, ces populations-là, ce sont des populations rurales qui vivent essentiellement des produits, non seulement de la forêt, mais aussi des produits issus des cours d'eau, c'est-à-dire de la pêche. On retrouve donc des ressources alimentaires d'origine animale. Bon, il faut dire que les Maka, aussi bien que les Kako, ont une alimentation extrêmement carnée. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup de viande. Alors, ajouté à cette viande-là, il y a aussi du poisson d'eau douce, le poisson des rivières et de certains fleuves. Mais ils consomment aussi certains invertébrés comme les chenilles, les termites, les hanetons qui procurent beaucoup de protéines essentielles. Bon, on retrouve aussi chez les Maka et les Kako des ressources alimentaires d'origine végétale,
La forêt, en effet, produit beaucoup de feuilles, notamment les feuilles de coco. Vous avez aussi beaucoup d'autres plantes, comme les champignons, qui évoluent, n'est-ce pas, en forêt. Alors, nous avons trouvé bien, n'est-ce pas, de dire un mot aussi sur quelques mets traditionnels Kako et Maka. Alors, il faut dire ici que les mets Maka, s'il faut prendre le cas d'espèce, sont extrêmement variés. Les Maka ont pour aliment de base, n'est-ce pas, le ndenge. Je crois que le ndenge, dans la suite de notre exposé, nous avons prévu une illustration. Le ndenge, c'est un mélange de plantain mûr et de manioc doux. Alors, le ndenge est accompagné du menkelmesan, c'est-à-dire les feuilles d'amarante mélangées avec des arachides, de l'huile rouge et cuit à l'étouffée, bien entendu. Bon, vous avez aussi les feuilles de manioc qu'on appelle mbedi, les feuilles de melon, les mututogu, les mets d'arachide, ngwandewoun chez les Maka. Vous avez aussi les sankara, consiste à faire bouillir de l'eau, y ajouter du sel et du piment, remuer jusqu'à ce que les arachides relevés puissent faire générer de l'huile. Bon, les Maka consomment aussi du mbol, le mbol avec le couscous manioc ou de maïs, les feuilles de macabo, la viande de brousse, le poisson d'eau douce, les vers blancs, les chenilles, les escargots. Tout ça sont consommés dans le cadre de mets traditionnels. Alors, vous avez dans l'illustration, la première photo, vous avez le menkelmesan, le mets en train d'être apprêté. Là, c'est cuit et à côté en jaune, vous avez, n'est-ce pas, le ndenge qui est ce mélange, n'est-ce pas, de bananes mûres avec du manioc. Alors, les Maka accompagnent leur mets de mbol. Alors, le mbol, c'est la glu qui est accompagnée de couscous manioc. En dessous, vous avez les feuilles de manioc cuit avec du bâton de manioc et de l'arachide. Alors, chez les Kako, l'alimentation est beaucoup plus simple. Alors, le principal aliment des Kako ici, c'est ce qu'on appelle le kamo. Le kamo, c'est le couscous manioc. Alors, ce kamo s'accompagne de kokwe. Le kokwe, c'est une sorte de sauce à l'arachide. Le molngido, c'est une sauce faite de jus de feuilles de manioc. Le mbanya, qui est une sauce gluante. Les Kako mangent aussi le toku, c'est-à-dire la fougère, les chenilles, les vers blancs qu'on appelle les hanotons. Et vous avez aussi le kwanendon, sauce au sel, piment, viande, poisson. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que les Kako mangent très peu d'huile, beaucoup plus une alimentation conçue de bouillon, avec en prime le couscous manioc. Donc, vous avez l'illustration en bas, le kamo accompagné de feuilles de coco. Alors, entrons maintenant dans le vif de notre sujet qui porte sur la femme enceinte et les interdits alimentaires chez les Maka et les Kako. Alors, il faut dire ici qu'il existe de nombreux interdits alimentaires dans ces sociétés. Et le plus souvent, comme nous l'avons relevé plus haut, ces interdits relèvent de l'analogie. Ça veut dire, si vous mangez tel type d'animaux alors que vous êtes enceinte, forcément, n'est-ce pas, votre enfant, l'enfant que vous portez, aura, n'est-ce pas, des signes extérieurs de la bête que vous avez consommée. Donc, c'est de la pure analogie. Alors, la liste des interdits va s'allonger dès que l'on s'adresse à la femme enceinte. Alors, ici, par exemple, nous avons pris quelques exemples d'interdits. Alors, la femme enceinte ne doit pas manger la chair d'un animal domestique trouvé mort. Elle courait le risque que son enfant soit mort-né. Bon, elle ne doit pas manger la chair d'un animal blessé ou tué par une bête féroce. Son enfant porterait des plaies inguérissables. La femme enceinte ne doit pas manger le paresseux, de peur que son enfant aussi devienne paresseux. Bon, à cela s'ajoute le serpent, la pèderie, les peaux d'animaux, de peur que l'enfant, n'est-ce pas, ne porte aussi toutes ces qualités. Le plus souvent, si la femme enceinte mange du buffle en excès, son enfant va naître avec deux orteils, n'est-ce pas, dans chaque pied. Alors, certains poissons à large gueule sont proscrits et seraient la cause de la grande bouche des enfants. Bon, le poisson électrique couperait aussi ses forces. Bon, certains oiseaux comme l'oiseau bavard feraient que l'enfant devienne aussi trop bavard.
Donc voilà pourquoi ils sont proscrits à la consommation. Bon, certaines antilopes d'allure disgracieuse donneraient la même apparence à l'enfant. Bon, dans d'autres cas, la raison paraît moins évidente. Tel poisson donnerait une grosse rate à l'enfant, tel autre provoquerait des maux de poitrine. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. Bon, le chat tigre, par exemple, ne doit pas être consommé de peur que l'enfant ne naisse sans sexe. Il faut aussi citer les interdits comme les peaux, les trompes d'éléphant, les pattes de porc, de sanguine, les lézards. Bon, il faut aussi dire ici que ces interdits alimentaires sont observés par les femmes, mais aussi par leurs maris, hein, qui acceptent, n'est-ce pas, se soumettre à ces réalités traditionnelles. Bon, il existe aussi dans ces sociétés-là beaucoup d'autres interdits. Bon, il y a des interdits alimentaires personnels. Par exemple, vous allez consulter un guérisseur qui vous prescrit de ne pas consommer tel ou tel animal qui serait responsable de la maladie dont vous souffrez. Donc, de ce point de vue-là, il est remarquable de voir avec quelle rigueur certaines personnes observent ces interdits. Alors, certaines femmes, par contre, refusent de consommer certains mets, n'est-ce pas, comme les chenilles, les escargots, et certains poissons, la trompe d'éléphant et le canard, parce qu'elles considèrent ces animaux-là, n'est-ce pas, comme étant sales. Hein. Ce sont des animaux omnivores qui mangent, n'est-ce pas, presque de tout. Donc voilà pour ce qui est des interdits. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que on a noté une certaine dynamique évolutive dans ces sociétés. Alors, les interdits alimentaires dans le contexte Maka et Kako sont de plus en plus bafoués. Alors, les raisons pour lesquelles ces interdits sont dédaignés sont multiples. Hein? Bon, ici, les formulations, les raisons varient d'un village à un autre. Mais ce que nous pouvons quand même constater, c'est que les raisons de cette dynamique portent d'abord sur la forte christianisation. Alors, il est écrit, par exemple, de ne pas s'enquérir de ce qu'on mange. Hein, alors, au nom de cet enseignement, beaucoup ne se fient plus à ces interdits et mangent de ces viandes sans que cela ne puisse poser un quelconque problème. Bon, à côté de la christianisation, vous avez aussi les mutations liées à la forte scolarisation. L'école, en effet, n'est-ce pas, éduque les enfants et puis l'école, n'est-ce pas, met de côté un certain nombre de croyances. Mais ce que nous avons aussi constaté, c'est une certaine défiance de la part des jeunes et des femmes qui estiment que les vieux, qui sont à l'origine de ces interdits alimentaires, interdisent certains, mais en raison de leur caractère succulent. Je ne vais pas vous cacher que la viande de vipère, par exemple, est particulièrement savoureuse. Bon, des jeunes disent que c'est pour cela que les vieux ont donc décidé que la viande de vipère soit proscrite aux femmes et surtout aux enfants et qu'elle ne soit réservée qu'aux vieillards d'un certain âge. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les jeunes qui ne considèrent plus ces traditions-là consomment, n'est-ce pas, ces interdits sans que cela leur pose de problème. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que les interdits alimentaires de nos jours dans ces sociétés Maka et Kako sont de moins en moins considérés. Alors, comme nous l'avons souligné plus haut, le christianisme et surtout la forte scolarisation ont eu raison de toutes ces considérations. Mais plus encore, ces interdits alimentaires ont par la suite été considérés comme une sorte de supercherie des anciens pour empêcher à une certaine catégorie sociale, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, d'avoir accès à certaines délices de la nature. Donc, au jour d'aujourd'hui, le débat reste ouvert, n'est-ce pas, concernant ces interdits alimentaires. Voilà, je suis reconnaissant. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et si bien entendu, il y a des préoccupations, des questions, je me dispose à apporter tous les éclairages nécessaires. Merci. Eh bien,
Merci à Monsieur Thiétier. Malheureusement, nos questions, il n'est pas là, donc ça va être un peu difficile. C'est dommage, parce que quand il nous dit que les anciens se sont lancés dans une supercherie pour empêcher les femmes d'avoir accès à certains délices de la nature, on aimerait bien lui poser des questions sur cet aspect des choses. Et quand on apprend que la chair de la vipère est un mets délicieux et que toujours les anciens s'acharnent à empêcher les femmes d'y avoir accès, on aimerait bien en savoir plus. Mais donc, nous avons Madame Kofi et nous pouvons vous poser des questions puisque vous êtes là. Et vous pouvez nous en dire plus sur le Garba. Hein. C'est bien le, c'est pas là. Donc, je laisse la parole à la salle. Alors, bon, si personne ne veut parler pour l'instant, je vais commencer. Vous nous avez dit, l'Atiéké, vous savez tous ce que c'est. Oui, en gros, mais vous nous donneriez vous nous expliqueriez un tout petit peu ce qu'est exactement l'Atiéké. Je pense que ce serait quand même pas mal. D'accord. Quelle est la différence entre l'Atiéké et le Garba, par exemple? Parce que ce n'est pas tout à fait clair. Voilà. Pour moi, en tout cas. Comme je le disais, le Garba, c'est un mets. Bon, c'est Atiéké accompagné de poisson thon et de légumes frais. Poisson thon frit et de légumes frais. Par contre, l'Atiéké, l'Atiéké, c'est l'Atiéké, c'est-à-dire semoule de manioc cuit à la vapeur. Ça peut se manger avec n'importe quel type de poisson, avec même de la soupe, avec n'importe, voilà. Avec... Donc l'Atiéké, c'est le féculent. Oui. C'est ça, vous voulez dire? Bon, les deux sont du féculent. Ah, les deux sont du féculent. Mais au fait, le Garba est un peu particulier. Parce que c'est vrai que c'est de l'Atiéké, mais ça doit être accompagné de poissons thon frit. Ah, d'accord. Voilà, et de légumes frais. D'accord. C'est-à-dire, on ne fait pas de pâtes à côté pour ajouter... Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous ne connaissez pas l'Atiéké? Pas très, très bien, je peux dire. Je connaissais le mot, je savais qu'il y avait du... Je pensais que c'était du poisson, moi, l'Atiéké. Non. Alors, vous voyez, je me trompais complètement. Non, c'est du féculent. C'est du féculent. C'est un féculent. C'est à base de manioc. Vous connaissez le manioc? Voilà. Bon. C'est à base de manioc. Je pense que je ne suis pas tout à fait la seule à ne pas savoir exactement ce qu'est l'Atiéké. Et merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu en quoi cela consiste. Et alors maintenant, le Garba, c'est un genre d'Atiéké ou pas? Oui, voilà. Un type d'Atiéké. Voilà, c'est un type d'Atiéké. Généralement de qualité inférieure. Mais de qualité inférieure. Voilà. D'accord. Bon, alors maintenant, c'est bien, vous voyez, on a 3 questions. Donc, 4 questions, voilà. On a fait en sorte que... Nous en avons apporté, si vous permettez, on va vous présenter un échantillon. Comment vous avez apporté de l'Atiéké? Ah bah c'est formidable, ça. Bon, il est après. Malgré les difficultés que vous avez eues pour voyager, vous nous avez apporté de l'Atiéké. Ça, c'est vraiment, nous vous en sommes très reconnaissants. Mais peut-être qu'on va le manger, à moins que la salle dise le contraire, peut-être qu'on va le manger à la pause, puisque nous allons avoir une pause dans très très peu de temps, dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez qu'on le mange tout de suite? Non, bon. Au fait, ça se mange avec quelque chose. Voilà, ça se mange pas simple. Ça se mange avec quelque chose. Voilà. Oui, j'ai compris, mais... Voilà. Vous connaissez l'Atiéké. Donc, il y a une question. Ok. Avec le micro, parce que du coup, vous avez passé le micro. Après, Régis, je t'apporte le micro. Je serai très bref de toute façon. Je voulais vous remercier pour votre communication et inviter tout le monde à goûter parce que c'est très bon, l'Atiéké. En fait, c'est une semoule de manioc pour nous qui voulons essayer de comprendre ce que c'est. Là. Franchement, depuis que je mange du manioc, je trouve ça bien meilleur que les pommes de terre. Je ne sais pas pourquoi, on est une fixette sur la pomme de terre. Pour un Canadien, c'est formidable. Mais bon, bref, c'est un point de vue. Mais en fait, je voulais vous remercier beaucoup pour votre communication parce que vous nous avez bien montré comment c'est un plat qui représente des risques sanitaires, mais dont
qui fait tellement société que les gens sont prêts à prendre le risque pour le manger. C'est bien ce que vous nous avez dit. Et j'ai beaucoup aimé le tableau, même si ça a passé très vite, de quelle manière les gens pouvaient évaluer le degré de risque, notamment en évaluant, oui, la propreté du lieu, mais aussi la propreté de l'individu qui produit. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant comment l'individu moyen, l'individu qui mange, rationalisait son risque à partir du risque perçu. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. C'est bien ça que vous avez dit. Oui, c'est ça. Merci. Alors, une deuxième question. Régis. Ou commentaire. Mais j'ai pas besoin parce que vous l'avez dit. En fait, moi je suis médecin. Ce matin, j'ai dit. On vous enregistre. On t'enregistre. Il faut qu'on t'enregistre quand même si. Loïc, est-ce que tu peux donner le micro à Régis? Bon, je ne suis pas timide. Alors, non, je disais, j'avais plus finalement grand-chose à dire parce que notre collègue a dit exactement ce que je voulais vous dire. Parce que moi, je suis médecin et ce matin, je disais, vous savez, attention, les médecins vous disent, il ne faut pas faire ça. Et pourtant, les gens le font. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Là, vous avez décrit la dimension sociale qui faisait que tout le monde y allait. Et c'est en ça, d'ailleurs, que notre exercice, il est compliqué. Voilà, donc c'est un magnifique exemple. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un autre. Alors moi, c'est une question à répercussion. Donc Régis, vous avez reprendre le micro tout à l'heure. Parce que je m'interrogeais sur le paludisme. Comme moi, je ne suis pas médecin, et que le paludisme avait été évoqué dans les constatations. Je voulais savoir à quel point, justement, le côté oléagineux, je ne sais pas, l'huile, pouvait influencer sur l'état de santé. Voilà, si on pouvait avoir une réponse là-dessus. Oui. Bon. En tant que sociologue, nous nous basons sur les propos des répondants. Oui, c'est ça. Voilà. Et il faut dire que c'est vrai que les individus ont évoqué le paludisme comme maladie perçue, mais tous ne se sont pas rendus à l'hôpital. Du coup, est-ce que ça a été vraiment confirmé? Est-ce que le paludisme a été vraiment confirmé chez eux ou pas? Mais je pense que c'est... Enfin, la réponse doit être trouvée en association avec les médecins. Voilà. Alors vous allez voir, ma réponse va être vraiment celle d'un médecin. Ça ne vient pas du tout de mes connaissances médicales. Par contre, je connais bien Abidjan. Je suis souvent allé au maquis manger de la tiéké, du garba ou autre chose, ou du poulet grillé. Et en tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que quand on est là-bas, on est, surtout le soir, assailli par des moustiques. Et comme vous le savez, c'est eux, a priori, qui portent la maladie. Donc peut-être que c'est une explication toute bête. Mais il y a à manger, il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de sang à pomper. Et peut-être que les moustiques, assez naturellement, ils vont là pour faire leur travail. Mais il y a peut-être d'autres explications, j'en sais rien. Mais c'est des lieux de convivialité, donc il y a du monde. Et vous l'avez très bien montré, c'est un lieu social, donc c'est possible que ça soit tout simplement ça, en fait. Je ne sais pas. Ou alors ça fait monter la chaleur à la tête, et là on en est dans d'autres dimensions dont on a parlé ce matin aussi, avec pourquoi pas une origine, des maladies qui amènent la chaleur et des choses comme ça qu'il faut combattre par des choses froides. Enfin, on est là sur des préceptes médicaux qui sont très anciens. Merci. Il y a aussi certaines études, nous n'avons pas vraiment creusé là-dessus, mais il y a certaines études qui ont montré qu'il y a des facteurs qui développent ou bien qui contribuent au développement du plasmodium dans l'organisme, tel que le soleil et l'huile. Voilà, il y a des études scientifiques dessus, mais bon, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas vraiment creusé là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, interventions? Eh bien, s'il n'y en a pas, il ne nous reste plus qu'à remercier Aya Kofi et nous allons procéder à une dégustation, n'est-ce pas?